Bon, alors. Oh là, mais il y a du budget dans cette émission, c'est un truc de ouf. Non mais alors, pour certains, ça peut paraître anodin. C'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, en 2016 et en 2017, PO lui hostait aussi des débriefs sur YouTube à l'époque. C'est vrai qu'il y a un petit retour nostalgie. Il y a un petit truc c'est nostalgique de ouf. Mec, c'est que je suis dans la même pièce, je suis dans la même chambre où on faisait nos débriefs parce que mon studio est en travaux. Donc du coup, je suis retourné chez mes parents pour faire ça. Oh là là. Petite nostalgie quand même. À l'ancienne, mamma mia. Bon, on va commencer du coup par la qualif. Et il y a des choses à dire sur cette qualif à Singapour. On va commencer par la Q1. Max Verstappen. Je suis obligé directement de commencer par lui. C'est lui qui a fait un peu le spectacle. Les pénalités qui n'ont pas eu lieu du coup, ça commence avec la voie des stands. Alors Verstappen a été sous 3 enquêtes durant cette qualif. 2 en Q1, 1 en Q2. 2 réprimandes, 1 non sanctionnée. On va commencer dans l'ordre. La voie des stands. Robin, qu'est-ce que tu as pensé de Max Verstappen du coup qui s'arrête volontairement dans la voie des stands, qui bloque les voitures à la fin de la qualif? Est-ce que ça mérite des pénalités? Est-ce que c'est pas grave? Qu'on ose me dire, à part une personne dans le chat, je ne vois pas qui peut dire qu'il n'y a pas pénalité. C'est évident qu'il doit y avoir une pénalité. Il avait un problème, mais ça a été vite résolu sur la voiture. Oui. C'est pour ça qu'il Non, mais Verstappen, il a dit il y avait trop de. Ah, enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y avait trop de. Donc, il y avait trop de. C'est bon maintenant. Ah, je pense qu'il avait un trop plein d'huile, frère. Ouais, je pense que c'est ça. Et la petite fumée et tout qui sortait. Non, mais j'aurais dû prendre une péna, ça me casse les couilles. Franchement, je suis honnête. Hein. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de péna sur ce truc-là. Mais c'est pas le premier, donc on en reviendra après. C'est ça, c'est que du coup, pas de pénalité donc sur cette action. Ensuite, il va venir bloquer Logan Sargent dans le dernier secteur. Là-dessus, il a été dédouané, entre guillemets, parce que tout le monde était arrêté autour de lui. Il voulait juste éviter de créer un accident. Je trouve l'argument valable, perso. C'est toujours un peu le bordel dans le secteur 3. Et après, ça arrivera en Q2 pour la troisième enquête. Mais du coup, donc Verstappen pas de pénalisé. Les chronos s'améliorent de fou sur la fin de la Q1. Piastri, non pas Piastri justement, mais je crois que c'est Tsunoda à un moment qui passe P1. Tout le monde améliore, etc. Et v'là Lance Stroll dans le dernier virage qui vient taper. Alors, il va bien, il n'est pas blessé ou quoi que ce soit. Gros crash. C'était quoi? C'était 26G, je crois, le crash? Quelque chose comme ça. J'ai pas vu la puissance. Chez Canal, apparemment, ça parlait de 26G pour le crash de Stroll. Tech Pro détruit, le mur coupé en 2 qui a été abîmé, etc. La voiture, bien évidemment, détruite. Il n'a pas roulé le lendemain. Moi, je suis désolé, je vais prendre la parole en premier. Oula, ok, il s'est fait mal. Tu commences comme ça. Non, mais... De toute façon, c'est simple. Tes phrases commencent par moi, je ou alors. C'est pas bon signe. C'est jamais. Non, bon mais signe. Alors peut-être. Stroll s'est mis dans le mur. Ok, il s'est pas fait mal, tout va bien, etc. Ça reste une erreur à un moment. Va falloir être objectif. Ça reste une erreur. Et est-ce que c'est pas un peu l'erreur de trop chez Lance Stroll? Ah, tu m'as fait peur, j'ai cru que tu allais le défendre. Comment ça, l'erreur de trop? Mais ça fait 5 ans que c'est l'erreur de trop, non? Merci, merci. Non, mais excuse-moi, il était 20... C'est pas comme si le mec était 8ème, tu vois. Le mec était 20ème avec l'Aston. Alonso joue la P2 en Q2. Ouais, mais il a attaqué, hein, ça pousse. Bah, il a poussé le mur surtout, oui, merci. Ça pousse. Il a poussé le mur grand max, quoi. Genre, il a poussé le mur de 50 cm, je crois. Donc, c'est pas rien. En vrai, le truc, c'est que non. Ce qui est fou, c'est que Stroll, c'est un ovni. Il y a des moments, il peut nous faire des dingueries, genre super bien. Ouais. Et il y a. Bon, la plupart du temps, il nous fait quand même des sacrées conneries, quoi. Bon, là, en vrai, entre dans la pièce. Oh, putain. Ouais, mais là, tu vois, sur ce crash-là pour Stroll, je pense qu'on peut pas lui en vouloir parce que je crois qu'il avait dit qu'il était en retard dans le premier ou le deuxième secteur et que il donnait tout pour essayer de sortir de. Pour essayer de se sortir de la mouise, tu vois. Donc c'est une erreur. Non, mais c'est une erreur genre d'attaque, tu vois. C'est une erreur qui vient quand tu surpilotes ou ce genre de choses. Ça arrivait à Sargent, ça arrivait à Charles Leclerc par je ne sais combien d'occasions en qualif, notamment en Q3. Là c'est un peu la même chose, c'est juste que effectivement lui il éclate la bagnole et petite mention quand même au dégagement qui est pour moi pas du tout assez large, ou alors le Tech Pro qui a pas fait son taf, parce que le Tech Pro il est censé quand même absorber, bon il a bien absorbé bien sûr, mais le fait de renvoyer la voiture sur la piste en plein sur la trage avec c'était une McLaren je crois qui arrivait Norris qui est juste derrière, pas ouf ça. Mais alors du coup débat, Robin, je sais pas si t'es d'accord, parce que pour le coup, moi, je suis pas giga d'accord, vu que t'es sur un circuit en ville. Forcément, tu vois, la voiture va rebondir, va avoir un impact et va revenir sur la trajectoire. Bah, en fait, pour le coup, PO, peut-être tu vas pouvoir expliquer, mais comment tu penses qu'il peut faire quoi de plus pour pas qu'elle revienne sur la voiture, sur la trajectoire? Enfin, globalement, c'est l'impact. Moi, en fait, ce que je me disais, c'est que soit on prend le parti
pris de se dire qu'on fait presque pas de dégagement et on met un gros mur un peu en béton ou genre de truc pour se dire que en fait, ça va faire glisser, peu importe la violence de l'accident, mais ça va faire glisser la voiture. Alors j'avais parlé de rail, mais bon, le rail c'est pas forcément le meilleur exemple avec Romain Grosjean. Mais de faire glisser la voiture justement pour qu'elle aille entre guillemets le plus loin possible. Et que du coup les voitures qui arrivent derrière soient un peu tranquilles, soit effectivement on prend beaucoup plus de dégagement, on met plus de tech pro pour que la voiture s'encastre dans les tech pro et qu'elle ne bouge plus, tu vois. Est-ce que t'as pas un risque en mettant du coup un mur, parce que le rail je pense pas que c'est une bonne idée, t'as raison, mais le mur du coup t'as pas le risque que l'impact soit quand même violent, tu vois, au niveau des guibolles et tout là, il détruit la voiture hein. Ah bah ça on est d'accord hein. De toute façon il y a deux trucs, moi je suis d'accord avec PO hein. Parce que en fait le truc c'est que le mur c'est impossible, le mur ou les rails tu les mets sur les circuits. Monaco, tu vois, par exemple, Monaco, c'est mur ou rail. Le problème, c'est que Monaco, t'as pas les vitesses de Singapour. Hein. Parce que là, t'arrives dans une courbe qui est quasiment à fond, tu vois, sur le dernier virage. Donc en fait, la seule 180, 200, un truc comme ça, je pense. Ouais, facile. En cinquième. Facile. Et en fait, le truc, c'est que c'est impossible de mettre un mur là. Et j'avoue que reculer les tech pro semble être la meilleure solution, tu vois, parce que ça va faire un peu comme. Sorry, je vais prendre l'exemple de Charles Leclerc, mais Charles Leclerc en France 2022, tu vois, il fait un truc où il perd sa voiture. Il est loin le tech pro. Bah oui, non mais voilà, c'est ça l'intérêt du tech pro, c'est qu'il soit loin, tu vois, pour pas le ramener. Et t'as tous les circuits Russie aussi. Russie, c'était pareil à l'époque quand t'avais beaucoup de virages à grande vitesse, tu vois. Les tech pro étaient assez loin. Et ça permet effectivement. Ça dépend si tu coupais le deuxième virage comme Carlos Sainz, le tech pro il était pas là et tu te mangeais un mur violent quoi. Fallait s'entraîner comme Fernando en qualif, écoute. Ou Lewis Hamilton, mais ça on en reparlera d'ailleurs. Mais du coup, ok, je vois que dans le chat ça dit que dans tous les cas c'est dangereux, même avec le deuxième impact, ça parle du mur, etc. C'est vrai qu'il y en a qui ont comparé l'accident aussi avec celui d'Ayrton Senna parce que la voiture, il l'a détruit. Lance Stroll, vraiment, il n'y avait plus rien dessus. Ouais, mais trois quarts, ouais. C'est une bonne chose que alors faut remettre les choses en contexte, c'est une très bonne chose que la voiture soit détruite. Plus la voiture est détruite, plus ça veut dire que la carrosserie et le châssis a fait son travail en fait d'encaisser le choc. Ça veut dire que c'est pour ça que le pilote il a le temps de remettre son putain de moteur au point mort et de l'arrêter, de se dire bon je sors tranquillement. Pépouze. Donc c'est normal. Lance Stroll n'a donc pas participé à la course, vous l'avez vu, donc il y a 19 voitures sur la grille, par précaution, d'après Mike Crack du coup, histoire que lui puisse se remettre pleinement pour le Grand Prix de Suzuka. Est-ce que c'était une petite excuse ou en mode on veut pas casser une deuxième voiture ou vraiment Stroll était en mode faut se calmer? Non, je pense qu'il faut se calmer, en fait on se rend pas compte, mais je pense que la tête, le cerveau, tous les organes internes en fait qui ont pas de ceinture de sécurité se font énormément toucher sur ce genre d'impact où c'est très violent. Et en fait tu mets quelques jours à avoir là je pense qu'il doit avoir des bonnes courbatures maintenant, ça doit peut-être aller un petit peu mieux, mais globalement non, c'est comme quand tu te prends un gros coup et tu te dis bah tiens, et si je refaisais une séance de sport le lendemain, et en fait non, pas ouf quoi, un peu bof. Donc non, je pense pas du tout que c'était une excuse, c'est pas pour dire on n'a pas envie de casser de deuxième voiture encore une fois machin et tout, c'est vraiment là pour la santé d'un être humain, c'est effectivement le bon call à faire vu la violence de l'impact. Donc voilà, après ceci dit, tu sais, dans les années 2000, les mecs ils se prenaient des boîtes comme ça, ils remontaient dans la voiture. On a eu vraiment beaucoup de chance pendant beaucoup d'années où des pilotes se prenaient des sacrées boîtes et où ils remontaient dans la bagnole le lendemain et qui se faisaient pas mal, parce que je pense que s'il y en avait un ou deux qui se faisaient mal, c'était terminé quoi. De fou. Non, j'avoue que ça parlait du coup, parce que c'est vrai que le crash, on voit beaucoup la tête de Stroll rebondir, donc c'est possible, c'est possible. Bon, en tout cas, normalement, il sera présent à Suzuka, il n'y aura pas de problème là-dessus. Et du coup, ce crash en fin de Q1 élimine Piastri. Ah bah zut alors. Ah bah, tu n'aimes pas Piastri? Ah, tu n'aimes pas Piastri? Vas-y, dis-le. Je reconnais son talent, que. Ah voilà. oui, mais il est fan Alpine. Il l'a en travers de la gorge. Non, on va avoir un petit duel Piastri, pas Piastri, ça va être sympa ce soir. Non, mais tu l'as encore un travers de la gorge, PO, un petit peu. En vrai, non, c'est plus. McLaren, c'est plus les petits ennemis d'Alpine, tu vois. Genre, enfin, base, c'était ça. Maintenant, plus trop, quoi. L'ennemi, maintenant, ça va être la boîte de vitesse et l'aéro, mais ouais, voilà, globalement, c'est. L'année dernière, c'était McLaren, tu vois, le petit. Même un peu en début d'année. C'est vrai. Du coup, donc Bottas, Piastri, Sargent éliminé. Logan Sargent, le pauvre qui n'a pas eu non plus un très très bon week-end. Joe et donc Stroll out. Q2 à Singapour. Encore Verstappen, voilà, on vous le met à l'écran. Verstappen qui bloque cette fois-ci Yuki Tsunoda sur la trajectoire. Anecdote marrante avec cet incident donc, qui a fini chez les commissaires. Il a donc pris une réprimande. Sachez que les représentants d'AlphaTauri ne se sont pas présentés pour accompagner Yuki Tsunoda.
Donc Tsunoda était face à Red Bull, Verstappen, la FIA, et lui, il était tout seul. Voilà. Deuxième chose bizarre. On en fait ce qu'on en veut de cette information, mais bon, pas de pénalité donc pour Max Verstappen non plus. Dans tous les cas, le run n'était pas fou. Ils étaient 10e et 11e sur le premier run. Sergio Perez nous fait du Perez, on a l'habitude. Voilà, un petit spin au virage 2, tête à queue, éliminé. Verstappen améliore P11, il repasse P10. Et Lawson, Liam Lawson, pour mon plus grand bonheur en tant que fan. Lawson ? Moi, je dis Lawson. Lawson, yeah, you know, speak English. Mais oui, Lawson. Mais du coup, Lawson élimine Verstappen, le fait sortir du coup de la Q2. Et donc, c'est la première fois depuis Russie 2018 qu'on n'a pas de Red Bull en Q3. Non, c'est bon, ça faisait 5 ans. Ça fait du bien, hein, honnêtement. Lawson qui a pris un stonks de popularité, du coup, voilà, Gautson, voilà, le chat, on vous voit, hein, clairement. Il a pris un bon stonks de popularité juste en éliminant Verstappen. Petite question sur cette Q2. Est-ce que vous pensez que la contre-perf de Red Bull, elle est liée à la technical directive qu'il y a eu sur les ailerons, ou c'est juste Singapour qui n'est pas fait, entre guillemets, pour la Red Bull PO? Je ne peux faire que spéculer, en vrai. Ouais. Bah, en fait, c'est toujours un petit peu des deux. Je pense que si là, à Singapour, il y a une caisse qui était ultra perf, qui est pas perf, effectivement, on peut parler de Singapour, mais quand tu vois la perf que les Red Bull avaient sur des circuits en ville, bosselés, etc., bon, bah, ça allait. Enfin, Monaco, je crois qu'il n'y avait pas trop de problèmes. Ça allait. Voilà, globalement, Bakou, je crois qu'il n'y avait pas trop de problèmes non plus. Non. Bon, à mon avis, il y a une technical directive. Elle a peut-être dû toucher un petit peu sur 2-3 petites choses, mais en fait, c'est un cumul de plein de choses. Et puis, il suffit que tu n'arrives pas à bien setup la voiture en début de week-end. Ouais. Derrière, en fait, si tu n'arrives pas à résoudre le problème ou pas à mettre le point sur le problème, en fait, t'es un peu dans la galère. Donc, je pense que ça reviendra à la normale à Suzuka parce que c'est un circuit qui demande beaucoup d'aéro. Et la Red Bull, elle est à donf. Si ça revient pas à Suzuka, effectivement, la technical directive a fait très très mal. Robin, d'accord ou Singapour ou TD? Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai du mal à imaginer qu'une technical directive fasse autant mal. Perdre de temps, tu vois. Enfin, alors, laissez-moi introduire Ferrari 2022. Non, mais attends. Je te laisse donner ton exemple après. Mais d'abord, je voudrais rappeler quand même Mercedes Singapour 2015, si je me trompe pas. La contre-perf. C'est pareil, toute l'année, la voiture de Mercedes en 2015, c'est super les 3 victoires de Vettel. Mais en attendant, c'était sur problème de Mercedes, stratégie ou quoi que ce soit. Et Singapour, c'était une catastrophe, Mercedes. Mais de mémoire, c'était pas les freins à Singapour, Mercedes? Ouais, mais Mercedes a toujours eu des problèmes en vrai à Singapour. Hein. Ouais, on a vu ce week-end. Okay. Mais Russell a eu des problèmes en tout cas. Mais j'ai du mal à imaginer qu'une technical directive fasse passer une voiture qui peut coller 30 secondes d'avance à tout le monde à je finis 5e. À 20 secondes, tu vois. Le chat à 47% pense que c'est juste un manque de perf à Singapour. Il y a quand même 40%, donc l'autre moitié quasiment, qui pense qu'il y a quand même un peu des deux. Donc la technical directive. C'est un peu des deux. Pour ceux qui, je vois dans le chat, pour ceux qui demandent c'est quoi la technical directive, il y a eu un éclaircissement sur le règlement, des régulations rajoutées sur la flexibilité des ailerons. Et du coup, Red Bull n'a changé aucune pièce, quasiment aucune équipe, je crois d'ailleurs, n'a changé de pièce. Sauf que ça peut avoir un impact sur les perfos de la voiture forcément, donc à voir au Japon, à voir. Max disait avoir des problèmes avec ses upshifts. Imaginez, on a. Mais Verstappen, il avait que des problèmes à setup sa caisse en free practice. C'était les free practice. Nous, le problème, c'est Max Verstappen, et pourtant on n'en fait pas tout un plat. Donc Verstappen, chacun sa merde, comme on dit, d'accord. Non, mais il avait beaucoup de. Il avait quoi ? Je crois qu'il avait du survirage en milieu et sortie de virage. Il avait pas de traction, il avait pas les bons. Mais ça, c'est depuis le début de la saison qu'il a des problèmes de shift, Verstappen. Ouais, mais ça, c'est. Alors oui, mais ils arrivent toujours à résoudre le problème. Là, il avait vraiment un problème de traction qu'il n'arrivait pas à faire passer la puissance au sol, notamment sur les sorties de virage. Et sur les freins, il y avait des couilles aussi. Donc, en vrai, effectivement, la technical directive, en fait, on verra si elle a eu vraiment un impact sur Red Bull à Suzuka, parce que s'ils sont encore garés, probablement que c'est ça. Mais s'ils sont pas garés et qu'ils reviennent à la normale, c'est juste que effectivement, ils ont juste un week-end sans, quoi, on va dire. J'ai vu un PO setup mieux que sa caisse que Verstappen dans le chat, me fait beaucoup rire. D'ailleurs, il y a Juliette qui est dans le chat.
SO à Juliette qui avait prédit lors du dernier break check que Verstappen ne gagnerait pas à Singapour. C'était la seule à dire que justement Verstappen aurait une fin de série à Singapour, donc bien vu. Q3, on avance dans la qualif. Premier tour de Sainz très solide, il met quasiment 3 dixièmes à Leclerc, 3 dixièmes à Norris. Derrière Sainz améliore, tout le monde améliore quasiment, Leclerc se rapproche. Russell, je trouve, alors vous me donnez mon avis, mais je trouve que Russell fait un tour de zinzin pour mettre la Mercedes à 70 millième de la Féfé. Solide, honnêtement. Ah ouais, quoi? Attends. Ouais. La Mercedes performé ce week-end. Oui, voilà, j'allais pas dire que c'était zinzin son tour. Enfin, je veux dire, on n'a pas eu une Lewis Hamilton 2018 qui met 1 seconde 5 et qui encule la simulation, quoi. Si on compare avec le chrono d'Hamilton et les estimations de Mercedes... Est-ce qu'on peut dire que Hamilton a fait une perf de merde aussi, en qualif? Oui, alors Hamilton a fait la perf qui était estimée par les calculations pour Mercedes. Oui, bah... Donc, Russell faire un bon tour. Ok, je voulais un peu mettre en avant, j'ai voulu essayer d'un petit peu de saucer Russell, mais c'est pas grave, je le ferai plus. Derrière, on a les deux As en Q3. Non, mais après, ça aussi, on peut dire que c'est une bonne perf ou les As, ça va, c'est... Non, c'était prévu par les simulations. Alors, les As, personne savait ce qu'elles foutaient là, hein, mais... Bah, eux non plus. Même eux, hein. Eux, ils savaient pas pourquoi ils étaient là, ils ont regardé les simus, ils ont fait, on comprend pas. La voiture marche bien dans le clean air, mais dans le dirty air, c'est l'enfer, donc bon. Les deux As en Q3, c'était, je crois, la première fois cette saison, si je dis pas de bêtises. J'ai pas le souvenir d'avoir eu les deux, en tout cas, cette année. Du coup, Ocon, P8, Lawson, meilleur pilote Red Bull sur la grille, voilà, P10, je le rappelle. Petite fierté, du coup, vous avez la grille complète à l'écran, j'avais même pas vu. Donc voilà la grille de départ pour le Grand Prix de Singapour. Parce qu'au final, déjà, une très belle qualif. On va pas se mentir. Ouais, la qualif, c'était cool. D'ailleurs, bon, je pense qu'on est tous d'accord, mais les qualifs, c'est toujours des bangers cette année. On est vraiment sur banger en qualif. Pas que cette année, mec. Hein. En vrai, sur les 3-4 dernières années, on a eu des qualifs bangers de ouf. Hein. Mais une personne dans le paddock de Formule 1 voudrait changer de système de qualification. Mais il nous casse les couilles, Alonso. Voilà, faut le dire à un moment, il nous fait chier. Alonso, parlons-en 2 minutes et son idée de faire des qualifs à un tour chacun. Très bien, à l'époque, on le faisait, c'est très sympa, etc. S'il pleut, on n'a pas les mêmes conditions de piste. S'il y a du gravier... Ce gamin là, toi t'as recommencé à regarder la F1 après ça, qu'est-ce que tu prends la tête là? Mais frère, tu viens à Netflix ou ça se passe Attends, PO, tu veux revenir à un tour chacun son tour? Alors non, en revanche... Bon bah voilà, allez, hop, c'est bon. Non mais... Je peux argumenter ou pas là? Oui, vas-y. C'est un endroit où on est libre de parler ou on fait la parole? Bien sûr. Un peu des deux. Non, en vrai, Alonso, oui, je suis assez contre ce qu'il dit, tu vois. Mais je pense qu'il y a effectivement des circuits qui se prêtent beaucoup plus à une qualif en un tour que une qualif en Q1, Q2, Q3 comme on a avec justement le trafic et tout qui devient dangereux. Monza, où ça a été le shit show, hein, on se souvient en 2019. C'est de la stratégie. Ouais, mais c'est de la stratégie, mais en vrai, ça pourrit la qualif. Je suis désolé, mais Monza en 2019, mais c'était nul à chier, quoi. C'était honteux. C'était des guignols qui ont essayé de jouer jusqu'au bout, et t'es là, tu fais putain, autant de millions d'euros dépensés pour que tout le monde se retrouve un peu dehors. Comme en F2 cette année, au final, hein, à Monza. Mais c'est Monza, c'est Monza, c'est normal. Ah, mais donc tu vois, en fait, je suis pas contre que y ait 1, 2, 3 circuits grand max sur 40. MDR par saison où on est une qualif un peu spécifique qui apporte un petit truc en plus, mais le reste je pense que la qualif Q1, Q2, Q3 comme on la connaît, c'est le meilleur format qu'on ait. Robin, pareil sur le format un tour ou est-ce que tu rejoins Alonso pour une fois? En vrai, un petit format un tour, c'est sympa. Mais non, c'est pas marrant, c'est nul. En vrai, c'était marrant. Puis ça évite qu'il y a un mec qui tire tout droit la rascasse, quoi. Mais waouh, c'est de la stratégie aussi. Bref. Alors, parlons de la course. On va commencer donc ce Grand Prix de Singapour. Au final, il s'est passé pas mal de choses. À un moment dans la course, on s'est dit bon, ça fait un peu chier, voilà, tout le monde se suit. C'est au début. J'ai dit au début à un moment. Mais quel au début? Au début, sur la première partie de la course, au début, non, mais jusqu'à la safety car. Juste à un moment, t'étais en mode, ils se suivent, il n'y a pas beaucoup de dépassements, chill, ça va. Oh, il m'agresse, c'est mon show quand même. Je vais être énervé, je vais être aigri ce soir parce qu'il y avait un vrai aspect stratégique. Donc, non, mais laisse-moi finir mes propos. Donc, premier tour, on commence avec le départ. Lewis Hamilton qui nous fait l'exté à Norris, qui fait l'exté à Russell.
Petit tassage de George Russell qui pousse Lewis Hamilton donc en dehors de la trage. Mais allez, mais stop. Il le pousse pas. À aucun moment il va prendre le premier virage. Il le sait depuis le début qu'il est sur la grille. Allez, premier débat. Donc désolé, tu penses que Lewis Hamilton ne prend pas le premier virage? Mais il essaie comme ça et puis il voit qu'il peut pas. Il ouvre le volant, il passe un rapport dans l'échappatoire, il accélère pleine balle et il ressort devant Russell. Mec, à un moment donné, il n'a pas été poussé. Oh zut, j'ai loupé le virage, frère. Bon. Robin, t'es d'accord avec les propos de PO? Moi, je suis pas d'accord. Ouais, désolé, moi je reviens 100% PO. Tu vois qu'il dès l'entame de la prise de la corde, tu sais très bien qu'il prendra jamais le virage et il va tirer dans l'échappatoire. Mais on n'a pas vu le même on-board. Hein. Mais le même on-board de quoi? Il passe tous les jours. Mais s'il n'y a pas Russell, il passe tous les jours dans le virage. Ouais, bah il y a Russell, donc il passe pas. Donc s'il est tout seul sur la piste, il passe tous les jours aussi. Il est là le problème. Du coup, il est là le problème, c'est que du coup, il y a Russell devant lui et il peut pas passer. Je suis d'accord. Je dis pas que Russell est fautif, je te dis juste qu'il est pas passé parce qu'il y avait Russell. Nuance. Alors si relâche, il passe. Hein. Et donc toutes les bagnoles derrière, ils prennent l'échappatoire parce qu'il y a du monde au premier virage aussi. Ça se passe comment, on a déjà énervé PO, let's go. Non mais frère, c'est bon. En vrai, en fait, je suis pas contre sur ce que fait Lewis Hamilton parce que c'est intelligent d'une certaine manière dans l'intention de se dire bon bah si c'est un peu trop chiant, pas grave, je prends l'échappatoire, let's go, tu vois. Mais c'est juste que là, il fait aucun effort. Ok, moi je suis pas d'accord, mais je pense que juste il arrive. Alors je vous rejoins sur le fait qu'il rentre Mac 12 et que du coup il y a Russell. Mais c'est juste qu'il prend l'échappatoire parce qu'il n'y a pas la place à côté de Russell. D'accord, ça l'arrange bien qu'il n'y ait pas la place. Mac 12 dans l'échappatoire, mais qu'on n'a jamais passé l'enchaînement 1-2-3 aussi vite de toute notre vie. Bon, bref, Lewis Hamilton, du coup, vous le voyez à l'écran, prend l'échappatoire, ressort devant et Norris et Russell. Il rend la place à Russell au tour suivant. Par contre, il ne rend pas la place à Norris tout de suite. Et là-dessus, ça fait un peu débat, du coup, au final. Parce que Norris, il le double avant le freinage. On est d'accord? Bah, attends. Alors, c'est une question rhétorique. Mais du coup, oui, le PO, le débat arrive. Il le double avant le freinage parce qu'il arrive Mach 12. Est-ce qu'il aurait dû rendre la place à Norris ou pas? Parce que techniquement, il le double avant le freinage. Oui, il l'a rendu. Norris passe. Si l'ingénieur d'Hamilton a demandé à ce qu'on laisse passer Norris à Lewis Hamilton. En vrai, je pense oui, parce que encore une fois, il arrive Mach 12 et du coup, bah, c'est trop facile. Si je suis Tsunoda et que je pars P15, je me mets sur l'exter complètement et puis je prends pas le virage et puis je dis ah bah ouais, bah non, c'est que à partir des gens qui étaient à la corde, tu vois. Ok. Enfin, je veux dire, on peut refaire ça sur F1 23, mec. Non, je suis d'accord aussi. Mec, je te vois faire ça, gros. Alors lui, il passe pas le 5e virage, c'est mort. Genre, je fais Pérez, je vais à l'inté, je te sors, terminé. Hein. Dans le chat, par exemple, c'est assez mitigé. Il y en a qui disent oui, il devait rendre, il avait pas fini son dépassement. Il y en a qui disent il double pas, Hamilton plonge après le freinage, donc il avait pas eu le rendre. Ok. Alors, on nous parle d'Alonso Russie 2021. Alors la différence quand même, Alonso Russie 2021, c'est qu'il y a le mur à littéralement 1 mètre de sa caisse. Ouais, là, le mur quand même, pour le coup, il y a la chance. Donc Hamilton, il peut vraiment passer tout droit et ressortir, tu vois. Donc Alonso, il a perdu un peu de temps. Alonso, c'est same shit. Il tape une axelle dans l'échappatoire comme Hamilton. Hein. Oui, enfin, normalement, cet échappatoire-là, il est vraiment fait pour ralentir. Il a vraiment bien exécuté le truc. Là, Singapour, l'échappatoire, si on peut faire un débat dessus, il est très mal mis parce que franchement, tu fais un tout droit et tu passes tout le monde. Quoi. Ouais. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Donc bon, Lewis Hamilton, du coup, rend la place à Lando Norris. Il rend la place donc à George Russell aussi. Derrière, petit incident entre les pilotes de l'académie Red Bull, enfin l'académie, non, la famille, avec Perez et Tsunoda. Alors, bon, on est tous d'accord, hein, quand il souffle Perez, Robin, on est d'accord, assassin. Non, mais en fait, ce qui me rend ouf, c'est que Perez, en soi, c'est pas un mauvais pilote, c'est pas un mec qui cherche toujours l'embrouille ou quoi. Mais là, par contre, mec, il le fait exprès, c'est pas possible, frère. Qu'est-ce que tu sous-entends? Non, mais l'autre, il se pointe à l'inté, il sait pas s'il freine ou pas, machin, il est pas à hauteur. En plus, c'est pas comme s'il l'avait fait qu'une fois dans la course, parce qu'on verra d'autres incidents, mais il y a d'autres fois où il est trop à l'inté, il est en mode bon. Mec, j'ai envie de dire, mes frères. En fait, le truc, c'est que ce que je comprends, c'est que en fait, Perez, il veut y aller, mais il n'arrive pas à y aller vraiment suffisamment franchement. Et ça me rend ouf parce qu'il met 2 bagnoles dehors. Et puis, il prend pas de pénasse sur, avec Albon. Ah oui, pardon. Il gâche la course de Tsunoda, il gâche la course d'Albon. Alors, bon, sur le premier incident avec Tsunoda, tu vois, je suis là, je me dis, allez, ouais, ok, on est le premier tour, il y a du monde et tout, mais c'est quand même gros, là. Ça mérite quand même un petit 5 secondes, globalement. C'est surtout que c'est pas une tentative de dépassement, c'est vraiment mettre son museau c'est une tentative d'assassinat, excusez-moi. C'était volontaire, là. Le fond plat, il est défoncé de Yuki Tsunoda. Donc, le mec, c'est évident qu'il peut pas repartir. Et c'est pas la première fois. Hein
La caisse a été tordue, mais oui, c'est pas la première fois, je suis d'accord. Elle était broyée de fou. Et ouais, moi, pour le coup, je reviens encore parce que je sens qu'on va encore me tomber dessus dans les commentaires YouTube. Allez, vas-y. Mais non, mais en début de saison, j'ai cru au train Sergio Perez. Voilà, je le dis. Mais non, mais stop, mais stop, mais qui peut croire ça? Non, mais au début de la saison, sur les 5 premiers Grands Prix, pour moi, il y avait la place de, à minima, pouvoir être plutôt proche de Verstappen. J'ai peut-être dit qu'ils allaient se battre pour le titre, j'ai peut-être un peu trop hypé, mais je me suis vite remis à la normale. Il est clair que c'est la saison de Perez. Toi, tu t'es fait gangréner le cerveau par Twitter, c'est pas possible, mais frérot. qu'est-ce que tu me baragouines, toi? Mais qu'est-ce que tu me baragouines? Attendez, parce que jusqu'à maintenant, j'étais calme. Il va commencer. Il est 20h35, on a trouvé PO. À 20h39, on va me trouver moi. Laisse-moi m'expliquer sur Sergio Perez. Non, mais il est catastrophique sur le 2 tiers de la saison. Voilà, maintenant c'est bon, il a fait son temps, dégagez-le-moi. Il y a Yuki Tsunoda, il y a Ricciardo, il y a Lawson, il y a il y a Denis Sauger. Même Denis Sauger, il aurait plus sa place que Sergio Perez. Ouais. Tu chauffes très très bien le débat de la fin du débrief, c'est bien. Là, tu as fait un bon teaser, bien vu. Bien vu. On va revenir du coup sur la course. Et donc après l'accrochage du premier tour, on a quand même un début de course assez calme. On est d'accord, Robin, c'est bon, tu me tombes pas dessus. Calme mais intéressant. Calme et intéressant, ça se suit, voilà, il y a des DRS par-ci par-là, 2 secondes d'écart, tout le monde se suit. Et ensuite, voilà la radio, on active les radios. Target 3.0. Ah oui, c'est vrai. On demande à Charles Leclerc, qui est à 8 dixièmes de Carlos Sainz, donc Charles Leclerc qui a réussi à passer donc, au départ George Russell, Charles Leclerc deuxième en pneu soft, Carlos Sainz premier en médium, on lui demande de reculer de 2 secondes 2. Radio surprenante, pour le coup. Quelques tours plus tard, je crois que c'est que 3 tours après, on a une radio. Il faut être à 5 secondes de Carlos Sainz. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette stratégie? Robin, toi, je sais qu'on en a parlé un petit peu. Tu m'as dit que c'était un bon call. En fait, le truc, c'est que quand on a regardé la course, j'étais vraiment en mode, je trouve que c'est vraiment idiot parce que tu as ton mec en soft qui pourrait tracter le train DRS de tout le monde et tracter justement Sainz. Le problème de ça, c'est que derrière, tu te mets à... Merde, comment on pourrait dire ça? Enfin, tu te mets dans une position qui n'est pas optimale. C'est ça, merci, c'est le mot que je cherchais. Tu te mets de façon vulnérable, tu vois, par rapport à tes concurrents. Alors que là, dans la position dans laquelle ils étaient, au final, même si, désolé, mais il fallait sacrifier un pilote, mais en soi, sans la safety car, le pilote, il n'est pas tant sacrifié que ça. En fait, ils devaient ralentir le pack. Sainz économisait ses pneus et les pneus soft de Charles qui lui ont permis de jump au départ Russell, se permet de se retrouver P2, tu vois, et de bloquer le train derrière. 5 secondes, c'était peut-être un peu too much, mais ils avaient des attaques qu'on n'avait certainement pas. Moi, je trouve la stratégie Ferrari, pour une fois, il faut le dire, très intelligente. Ok. PO, est-ce que tu étais d'accord sur la strat? Tu l'as vécu comment quand tu as entendu le 5.0 là, à la radio? Quand j'ai entendu le 3.0, j'étais en mode mais quelle bande de guignols, putain, c'est pas possible. L'autre, il est en soft, il doit ralentir derrière un mec qui est en médium pour retenir. Mais tu sais, dans ma tête, c'était exactement la même chose qu'à Silverstone en mode mets 10 voitures d'espace pour la relance pour permettre à Charles de. Non, stop inventing, tu vois. J'étais dans ma tête, j'étais stop inventing, guys. Et en fait, tu vois, au fur et à mesure que la course a commencé un petit peu à se développer et tout, je pense qu'il n'y aurait pas eu la safety car, ça aurait très bien marché à la fois pour Sainz parce qu'il avait construit le gap qu'il fallait et il fallait le faire arrêter dans la bonne fenêtre pour qu'il puisse ressortir en dehors du trafic, c'était le plus important. Et puis Charles, il aurait eu probablement suffisamment de pneus, quoique, parce que quand on a vu son deuxième relais en course avec les hards, c'était très très compliqué sur la dégradation. Mais avec ses softs, il aurait pu avoir 1 ou 2 tours d'attaque pour se protéger d'un undercut ou d'un undercut sur Russell, Norris et compagnie, tu vois. Donc, sur la safety car, c'était smart. La safety car protégeait Sainz quoi qu'il arrive d'une certaine manière parce que c'était le premier pilote. Et puis derrière, Charles il s'est fait un peu avoir avec l'embouteillage de la voie des stands, tu vois. Mais en fait, au fur et à mesure que la course se déballait un petit peu, j'étais en mode, avec du recul, effectivement, c'était pas bête. Et surtout, en fait, ce à quoi on n'a pas été habitué, c'est que chez Ferrari, on essaie toujours d'avantager les 2 voitures à la fois. Et en fait, c'est ça l'erreur, c'est que du coup, ça fout le bordel et au lieu d'avoir une bonne stratégie avec un pilote, tu as 2 mauvaises stratégies. Et là, du coup, effectivement, ils ont pris le parti de sacrifier la course de Leclerc pour celle de Sainz. Quand moi je m'étais dit j'aurais bien voulu voir les 2 Ferrari sur P1, P2 puisque c'est un peu l'objectif que t'es, mais vu que t'avais Norris et les 2 Mercedes en embuscade, ça devenait très très compliqué de faire un doublé, je pense, pour la Scuderia.
dans le chat, ça parle justement du deuxième relais et des problèmes de moteur. Alors oui, vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a eu des problèmes sur les 5-6 derniers tours pour Charles Leclerc. Des problèmes de tempé moteur, si je dis pas de bêtises, qui lui faisaient perdre quasiment 10 km/h en ligne droite. En fait, il avait mis un mode conservateur et effectivement, ça lui faisait perdre 10 km/h. Mais ça, c'était sur la fin de course. Mais vraiment sur la fin de course, c'est là où Verstappen lui reprend genre 12 secondes, je crois. Je pense que, parce que j'étais sur le on-board de Charles Leclerc quasiment toute la course pour écouter les radios, et je crois qu'il avait des problèmes de shift aussi pour le coup. Donc j'ai entendu ça quelques fois à la radio, donc je pense que la voiture de Leclerc n'était pas vraiment exceptionnelle ce week-end. Mais Sainz, voilà. Bon, du coup, safety car, crash de Logan Sargent. Pour Logan Sargent, est-ce qu'on en parle 2 minutes? Parce que bon, j'avais fait un tweet en Espagne, certes, c'était un peu tôt pour poser des questions sur Sargent. Bon, on est en septembre, on peut l'ouvrir le débat, c'est bon. Logan Sargent, cette saison, qu'est-ce que ça donne? On est obligé? Bah ouais, l'image est à l'écran, on va en parler, Robin. Une note sur 10 là de Logan Sargent? À Singapour là? Non, de Logan Sargent. Ah, on peut donner une note négative ou pas? Waouh, parce que non, je suis méchant. Non, je suis méchant parce que mais c'est juste que j'ai tapé vraiment fort sur De Vries en début de saison, dès le début de saison. Mérité. Et oui, certes, mérité. Mais là, on arrive quand même au Grand Prix de Singapour. Bon, après, putain, mais c'est toujours la même chose, c'est que c'est un rookie. Je me rappelle de certains rookies qui ont bénéficié aussi d'une. Joe, il a pas fait autant d'erreurs l'année dernière. Hein. Non, bah alors oui, mais t'as des exemples. Déjà, il avait une voiture qui marchait pas, alors bon, forcément, c'était compliqué de faire moins bien. Hein. Mais en vrai, Sargent, je sais pas trop quoi en penser. Il a des. En fait, c'est un peu comme Stroll, j'ai l'impression. Genre, des fois, il est capable de faire des belles perfos. Mais des fois, il est. Genre là, comment tu peux, en F1, cet incident-là, c'est anormal d'avoir ça. Frère, il se plante tout seul, il loupe juste son freinage, il va dans le mur à Singapour. C'est pas possible. T'imagines, t'es. Je sais pas, dans les derniers tours et tu manges le mur d'un circuit. Je sais pas, imagine, faut que tu rentres au stand parce qu'il y a une safety car et tu loupes l'entrée de la voie des stands. C'est fou, non? Mais il aime pas Alonso, vas-y, fais-toi plaisir. Mais je sais. Là, vous êtes deux, allez-y, faites-vous plaisir. Non, moi, j'aime bien Fernando en vrai. Non, mais attends, PO, moi, j'aime bien Perez, moi, j'aime bien tout le monde. Mais toi, t'aimes les merdes, toi, de toute façon, c'est souvent comme ça. Toi, c'est souvent comme ça, t'aimes les mecs que personne n'aime. Soyons honnêtes. D'accord. Ah ouais, waouh, oh, putain la vache. Tu te souviens de Sergio Perez? Attends, toi t'aimes bien Sergio Perez? Tu veux qu'on ressorte les débriefs de 2017? Alors ouais, il y avait des moments Sergio Perez, il me faisait câbler, mais ah bah voilà. Mais je l'aimais bien à certains moments. Moi j'aimais bien Sergio Lito. Non, pour revenir sur Sargent plus sérieusement, qu'est-ce que t'en penses en répo? Parce que là il reste quoi? Il reste 6 courses, je crois, 6-7 courses. Sa saison, est-ce qu'elle est convaincante ou pas pour 2024? Bah, en fait, elle est à la fois pas convaincante, mais elle est pas non plus catastrophique. Hein, je suis désolé, mais il a une caisse, il a pas une AlphaTauri. Enfin, quoique après, en vrai, la Williams, elle est devenue mode. Mais est-ce que c'est l'effet Albon ou est-ce que c'est l'effet ou est-ce que effectivement l'AlphaTauri est vraiment merdique? Mais en vrai, je sais pas. Moi, je lui donnerais bien une saison de plus, mais il est trop lent sur l'apprentissage. En fait, c'est ça le truc, c'est un peu le syndrome Mick Schumacher, c'est que ça, en fait, ça fonctionne par moment, ça fonctionne pas de ouf, mais après, on a été, je pense qu'on est aussi, pardon, juste, je te laisserai finir. Après, mais est-ce qu'on n'a pas été aussi mal habitué avec des pépites qui arrivaient en F1 de temps en temps et qui s'acclimatent genre direct? Bah après, c'est le lot de la F1 en même temps. Mon argument, je le contre un peu, mais quand t'as Piastri qui arrive, quand t'as Verstappen qui arrive, quand t'as Albon, les gars ils sont là dès leur première saison. En fait, Russell, c'est pareil, ça tique direct, tu vois. Moi, j'ai un problème surtout, c'est qu'en F1, si on veut vraiment prôner cette idée du on a les meilleurs pilotes du monde, quand tu regardes ce qui est disponible aujourd'hui, il y a mieux que Sargent. Je suis d'accord que la saison de Sargent n'est pas catastrophique. Il est correct pour un rookie, il apprend, il a fait des erreurs, mais pas tant que ça au final, quand tu regardes Latifi par exemple. Mais tu te dis, quand tu vois ce qu'il y a derrière, ce qui pousse, tu fais, frérot, est-ce que ça mérite une deuxième saison, tu vois? C'est pas. En fait, le truc, c'est qu'on arrive à la fin d'une ère où on avait beaucoup de pilotes payants en Formule 1 il y a 5-6 ans à peu près. Et en fait, avec tous le cost cap, les voitures, machin, etc., l'évolution de la F1 fait qu'aujourd'hui des pilotes payants ça a plus d'intérêt parce que les équipes ont un budget plafonné à 135 millions d'euros et en fait le truc c'est que ils arrivent à trouver 135 millions d'euros et que c'est pas parce que tu amènes une mallette de cash que ça a changé grand chose. Donc en fait maintenant les équipes vont plus se poser la question de savoir si on veut un pilote payant ou pas. Sargent, ça reste, j'allais dire, c'est un pilote payant, c'est oui et non, il fait partie de l'académie Williams, machin, etc. Mais globalement, il y a quand même mieux que Sargent pour aller chercher un bon pilote en Formule 1. Et pareil, Guanyu Zhou, tu vois, bon, il a été re-signé, je suis en mode putain.
On souffle un peu quand même. J'ai vu dans le chat, si vous parlez de Pourchère, je vomis, donc attention. Hein, Quoi je vous ai vu. D'accord. Ouais, c'est chaud. Mais non, mais en fait, tout ça pour dire que effectivement, maintenant, les pilotes qui rentrent en F1 sont effectivement des pilotes qui ont vraiment du gros niveau et que s'il y a on va dire il y a 10 ans, on admettait que pour un rookie, il fallait 2-3 saisons pour vraiment commencer à éclore et se faire une opinion dessus. Bah aujourd'hui, il faut moins d'une saison, voire une saison et demie grand max, et c'est tout quoi. On verra s'il l'aura cette saison. J'avoue que moi, je suis là, surtout qu'en fait, il y a beaucoup de rumeurs. Là, il y a eu une news, surtout aujourd'hui, comme quoi Drugovich, en interview, a dit que ça faisait plusieurs semaines qu'il poussait pour le baquet Williams. J'attends de voir, honnêtement. J'attends de voir le. Catastrophique. Bon, j'avoue que le dire, c'est peut-être pas le meilleur call. Mais en tout cas, j'attends de voir qui va être aux côtés d'Albon l'année prochaine parce que Sargent, pas convaincu. Pas convaincu. Non, je pense que ça va dégager. Hein. On avance dans cette course. Crash de Sargent, du coup, safety car. Donc tout le monde rentre au stand sauf les deux Red Bull. Qui honnêtement, je pense, pouvaient pas faire mieux niveau stratégie. Ils étaient engagés, ils avaient aucun choix. La safety car est tombée pile poil quand il fallait pas pour eux. Exactement. Charles Leclerc perd 2 places au stand. J'ai toujours ma théorie il y avait un monde où Leclerc n'en perdait qu'une. Après, ça ne reste qu'une théorie. J'ai revu les chiffres. Je me suis auto-convaincu. Non, mais j'ai revu mes chiffres. Je voulais être sûr. Tu vois, j'ai vu ce que j'ai vu. C'est bon. Écoute, je pense que... Explique ta théorie, vas-y. Parce que moi, je la trouve merdique, ta théorie, je te le dis. Hein. Je t'emmerde, c'est bon. En fait, c'est juste qu'au moment où la safety car sort, Charles Leclerc est à 5 secondes de Sainz. Il a 2 secondes d'avance sur Russell derrière lui, qui lui a 1 seconde 5 d'avance sur Norris, donc ça le met à 3.5. Et ça met Hamilton à quasiment 6 secondes. Et en fait, Leclerc va ralentir de 6 secondes sous safety car et permettre à Hamilton de revenir à moins de 2 secondes de Charles Leclerc. Et on a le droit de ralentir de 6 secondes ou on prend des pénals? Il a ralenti avant la safety car. Avant la safety car. On a le droit. Avant la safety car. Non, pas avant. Si, il a anticipé la safety car. Non, au moment où la safety car elle sort, il est à 5 secondes. Au moment où il rentre au stand, il est à 11. Donc, il a ralenti, voilà. Mais est-ce qu'on a le droit? Écoute, pour avoir relu le règlement, le règlement, tant que c'est pas de façon dangereuse et non considérable, c'est autorisé. Normalement, tu dois pas laisser plus de je sais pas combien de voitures, etc. Il y a pas ça? Écoute, j'étais pas sur le circuit avec mon maître, d'accord? Quand t'es dans la file, parce que quand elle vient d'être mise, c'est différent. Non, il y a l'écart encore, tu respectes. Non, mais du coup, pour revenir à ma théorie. Attends, pour revenir à ma théorie, c'est que du coup, si il rentre au stand 5 secondes, on est d'accord que ça suffit pour un pit stop pour Sainz quand même. Excusez-moi. 6 secondes. 5 secondes, tu fais ton pit stop. Mais non, mais on veut prendre une marge de sécurité, frérot, c'est normal. Tu veux gagner ou pas? Bah, tu prends une marge de sécurité et tu fais en sorte que Sainz il ressorte devant tout le monde. Moi, j'ai pas pris la marge de sécurité à Daytona. Je conseille une marge de sécurité. On remet pas ce sujet sur la table, tout soon. Du coup, pour finir ma théorie, c'est juste que je pense que si Leclerc boxe avec 5 secondes de retard sur Sainz et c'est 6 secondes d'avance du coup quasiment sur Hamilton, il ressort devant Russell et Norris. Voilà, c'est ma théorie. Non, je pense qu'il y a unsafe release et puis ça se termine dans la voie des stands. Oui, écoute, de toute façon, il n'y avait pas de pénal. Il n'y avait pas de C'est pas faux ceci. C'est pas faux. Il n'y avait pas de pénal ce week-end de toute façon, frère. Fallait tenter, mais bref, c'est pas grave. Là n'est pas le sujet. Du coup, Leclerc ressort de place derrière, on relance, Verstappen se fait déposer, hein, très clairement, c'était un bonheur de voir Verstappen se faire atomiser comme ça, c'était si rare. C'est vrai qu'il s'est fait atomiser de ouf. Mais il pouvait rien, très clairement, un pneu froid, voiture de merde, bon voilà. C'est agréable quand même. Je t'avoue que on déteste pas, alors je le redis encore une fois parce qu'on me l'a dit tout le week-end en live, oh tu détestes Verstappen, on voit ton vrai visage. Juste, on en a marre. Alors, c'est vrai, mais il faut pas le dire. Non, c'est vrai, tu détestes Verstappen en privé quand même. Oui, mais il faut pas le dire, il y a du monde, dites-le pas. C'est juste que pour une fois, on voit le mec qui domine depuis le mois de février tomber, ça fait plaisir. Voilà, ça dure qu'un week-end. Samedi, vous êtes en pôle, et cassez-nous pas les bonbons. Donc, laissez-nous profiter. Non, mais c'est vrai. Ose me dire que j'ai tort. Non, bah, ils en ont pris 12 toute l'année, des Grands Prix, c'est bon. Laissez-en aux autres un peu partager le gâteau, merde. Non, quand même. Quand même. Donc, restart, il a fallu 3 tours aux 2 Red Bull avant de retomber 6 et 7, derrière les Mercedes, les Ferrari et donc Norris. Puis après, ça se calme un petit peu, en vrai. Il n'y avait plus tant d'action après la safety car, jusqu'à Esteban Ocon. Esteban Ocon qui était Esteban Michael Schumacher Ocon, de son nom complet, qui a commencé à enchaîner les dépassements, l'exté, pap, ça décroise sur Alonso, hop, ça se tape Perez au freinage. Pareil, Gasly derrière qui se fait la Red Bull, etc. Franchement, qui n'a pas hurlé devant sa télé, PO, Esteban? Ah, moi j'ai complètement hurlé, ouais. Frérot, les dépassements étaient fous.
Les dépassements étaient fous, bien construits. Après, c'est Esteban, enfin, je pense que ça fait plein de saisons qu'on le voit piloter quand il est en bagarre, que ce soit en attaque ou en défense. On donne souvent la réputation d'ailleurs à Esteban d'être un pilote qui défend de manière trop agressive, notamment avec Pérez, avec Alonso, comme quoi il a de la rancœur envers ses anciens coéquipiers, etc. C'est juste que non, ou même avec ses équipiers tout court. En fait, non, c'est juste que quand on lui donne pas de consigne et qu'il doit défendre, il défend sa vie, quoi, on va dire. Et là, pour le coup, il était en mode attaque. Par contre, ce que j'ai trouvé très surprenant, c'est alors j'allais dire l'absence, c'est peut-être un peu fort, mais l'absence d'intelligence de course et de positionnement de la part de Fernando par rapport à Esteban et Pérez. Genre, en vrai, mec, genre, c'est un truc de ouf parce que normalement, quand tu vois Alonso des grands jours, normalement, il est censé sauter Pérez ou en tout cas, il perd pas une place et il reste pas coincé comme ça. Et c'est hyper bizarre. Alors, vas-y, Robin. Non, vas-y. Non, j'allais faire l'avocat du diable. Alors, je suis totalement d'accord avec PO sur les phases de dépassement. Et d'ailleurs, c'est des trucs qui nous manquent en Formule 1. On s'était extasié devant Alonso sur Hamilton à Bahreïn. C'est le genre de dépassement qui nous manque. Par contre, malheureusement, Fernando Alonso avait la suspension abîmée. Pas cassée complètement, mais très abîmée quand même. Ça fait Alors, les dégâts du deuxième tour, parce que je suis allé voir sur le on-board quand même. Allez, vas-y, donne-nous un peu les infos. Alors, de ce que j'ai vu, après, je sais pas si Aston a communiqué là-dessus, mais de ce que j'ai vu, c'était soit un cache d'un bras de suspension qui s'est décroché, soit c'était une partie sur, vous savez, l'espèce de grande ailette un peu garde-boue de la roue, qui s'est aussi détaché. J'ai pas spécialement vu. Alors après, c'est compliqué de voir, putain, dans la nuit, machin, avec leurs caméras qui sont comme la mienne aujourd'hui à 720p, 10 images secondes. C'était compliqué, mais je sais pas s'il y a eu un débris qui est passé sous la voiture et donc dans le fond plat. Je pense pas. Mais en tout cas, effectivement, il y avait un débris qui s'est baladé pendant absolument toute la course. De là à dire que ça explique tous les mots de Fernando, j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, ça l'empêche pas de défendre, ceci dit. Oui. Ça l'empêche pas d'avoir de l'intelligence de course et de protéger. Enfin, honnêtement, autant les attaques d'Esteban, elles sont incroyablement, elles sont très jolies et c'est très appréciable à regarder. Autant les défenses, je suis en mode, frère, le mec a 42 ans, vraiment, il a de l'expérience comme ça pour défendre comme ça. Non, mais il l'a croisé, honnêtement, comme, pas comme un débutant, mais il a fait un dépassement. Après, Alonso était déjà focus dans sa bataille avec Pérez. Ça faisait plusieurs tours qu'il avait du mal à Pérez. Non, il a fait 100 000 km en course en Formule 1, il sait, point. C'est pas, il y avait Pérez devant, il est un peu focus. Vous savez, avec l'âge, ça commence à baisser. Alors, ça tombe bien que t'en parles. Ça tombe très très bien que t'en parles parce que. Allez, vas-y. Non, c'est une vraie étude. C'est une vraie étude sur l'âge, etc. Je crois que c'est à partir de 40 ans. Les réflexes peuvent. Alors après, ça dépend. Il y en a pour qui ça arrive plus tard, d'autres ça arrive avant, etc. Mais la moyenne, c'est que aux alentours de 40 ans, tu peux d'un coup sec commencer à être sur ta phase descendante de réflexes, etc. Et où, en fait, t'as plus du tout la même vista qu'avant, etc. Et je crois, après, je sais plus si ça avait été dit dans la presse, mais il me semble que c'était aussi en partie pourquoi Alpine avait proposé un contrat plus court à Fernando Alonso et que Alonso voulait pas, il voulait un contrat plus long. Et c'était une des raisons, je crois, que justement, il voulait pas signer Alonso trop longtemps dans le cas où il soit heurté par ce genre de choses. Et en fait, le meilleur exemple que je peux vous prendre, mais après je sais pas si c'est le cas ou pas, tu vois, Portimao 2020, je sais plus quand, avec Raikkonen et Giovinazzi, Raikkonen qui met un coup de roue en pleine ligne droite à Giovinazzi. Ah oui. Après Raikkonen, pourquoi ça sort comme ça, tu vois. Après Raikkonen quoi. Mais il y a quand même une petite différence entre Alonso et Raikkonen. Je suis d'accord avec toi que ça baisse au fur et à mesure de l'âge. Donc voilà, et en fait cette année, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que Fernando il fait quand même beaucoup de petites erreurs qu'il est pas censé faire avec son expérience et avec les voitures qu'il a. Je pense à Spa en sprint où il met la roue sur la ligne blanche. Mec, quand t'es double champion du monde et que t'as fait 100 000 bornes en course, ça, bonne question, mais alors, est-ce que du coup c'est lié à cette statistique, donc sur l'âge, c'est prouvé scientifiquement, ou alors est-ce que ça peut aussi être lié à de la frustration quand tu vois le début de saison d'Aston et là aujourd'hui où se retrouve Aston Martin?
Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'inachevé, de vouloir plus, de faire trop d'Alonso et de se sortir, tu vois? Quel plaisir de voir l'Alpine dépasser l'Aston Martin après qu'Alonso ait quitté le navire en disant cette équipe pue la merde. Bon, après, Esteban abandonne, mais sur le dépassement quand même, je suis en mode en vrai, tu kiffes quand même. Hein. Autant de plaisir à voir Alonso se faire dépasser par Ocon que de voir Verstappen en PLS sur tout le circuit. Hein. Bah du coup, question suivante, vous avez plus crié pourquoi les dépassements de Esteban ou son abandon? Plus pour l'abandon. Hein. Est-ce qu'on peut avoir l'image à l'écran? Joyeux anniversaire à Esteban, on rappelle. Esteban Ocon qui a fêté son anniversaire avec une casse de boîte. Bon. J'avais envie de tout péter. J'étais là en mode non. Vraiment, je pense que aujourd'hui. Il faut rappeler que du coup, au moment du DNF, donc il est P6, il est derrière le train de Leclerc, Sainz, les Mercedes tout devant, etc. Donc il est meilleur des autres. Il est devant Aston, il est devant les Red Bull. Il vient de faire 2 dépassements de fou, il a un rythme exceptionnel. Et là, en bout de ligne droite, au premier virage, bam, la boîte lâche du coup. Alpine, on vous adore, hein, mais bon, les fiabilités, va falloir y aller là. Faut développer le développement, l'infrastructure jaune sur F1 23, faut y aller. Hein. Soyez pas timide. Il a dit pas de commentaires. Alors non, c'est plus Rossi, hein. Ça n'a rien de crier Rossi dans le chat ou quoi que ce soit. On n'en peut plus. Bah oui, mais bon, malheureusement, des fois ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. J'ai quand même une stat, il a quand même abandonné 6 fois cette année, Esteban Ocon. Dont sur 14 problèmes mécaniques. Oui, sur 4 problèmes, mais 4 c'était des problèmes mécaniques. Oh. Bah oui, parce que l'un c'est l'Australie du coup. Ça fait un petit tiers quand même. Ah ouais, c'est pas mal. Pas mal hein. On n'est même pas à la fin de la saison. Si on continue comme ça, il s'en rajoute, allez, on va dire peut-être 2-3, j'espère pas. Mais si c'est vrai que dans le chat, on nous dit que c'est autant qu'Alonso l'année dernière au final. Alonso qui avait eu 6 DNF l'année dernière aussi. C'est vrai. Après, Gasly n'était pas en reste aussi. Hein. Ouais. Gasly, il a eu pas mal de problèmes aussi. Et c'est un peu le syndrome d'Alpine, malheureusement. C'est que quand ça perf, mais des fois ça casse. Donc il va falloir bosser un petit peu. Après, on a droit à combien de boîtes de vitesse par saison là 4, en course? 4, il me semble. 4, donc il est sur la fin de la 3ème, quoi, en fait, là. Bah écoute, n'hésite pas, hein, si t'as des infos, tu peux aller demander. Esteban. Non, j'en sais rien, je pose la question. C'est toi qui as les accès à Enstone, hein, c'est toi qui nous dis. Hein. Alors, à Enstone, non, à Esteban, peut-être un petit peu plus, mais. Oui, Gasly, c'est vrai que sa voiture avait pris feu à Bakou. Enfin bref, il y a eu pas mal de problèmes, mais bon. C'est un peu compliqué. Bon, d'ailleurs, Pierre a fait une bonne course, comme quoi le pace était présent. Il y avait moyen de faire des gros points ce week-end, donc c'est un petit peu dommage. Derrière, ça continue. Petite VSC pour Esteban Ocon, pour enlever sa voiture. Et là, voilà le pit stop des Mercedes. Très bon call, on est d'accord là-dessus. Ah ouais, attends, je vois un Robin dubitatif. Robin, tu penses que c'était pas un bon call de box sous VSC? C'était le meilleur call à faire. C'est le meilleur call pour Mercedes. Je veux pas que les gens tombent. Non, arrête. Non. Mais non. Le but, là, en fait, le problème qu'il faut avoir en tête, c'est que, déjà, Carlos Sainz ne devait pas pit. Ça a été le bon call. Parce qu'ils ne pouvaient pas se mettre. Au final, les Mercedes n'ont pas doublé. Elles n'ont pas doublé ni Norris. Non, au final, elles n'ont pas doublé. Oui. Donc, ça n'a pas marché. Leclerc, s'il n'a pas ces problèmes, techniquement, il a à peu près le rythme de Sainz. Donc, il n'a aucune raison de se faire doubler par les Mercedes comme Sainz et comme Norris. En fait. Je suis pas du tout d'accord. Bah, dans tous les cas, base, hein. le pace du médium tabasse les pneus hard. J'en ai parlé en stream. On l'avait déjà vu. Est-ce que Russell et Hamilton ont dépassé Norris et Sainz? La réponse est non. Mais Norris et Sainz, non. Mais Leclerc, il se fait tabasser. Alors mais que, Leclerc, il a des problèmes. C'est pour ça qu'il se fait dépasser. Non, Leclerc, c'est des problèmes de chiffre, c'est des problèmes moteurs, c'est de l'overheat. Pendant tout le relais. Mais il a un mauvais pace tout le week-end et il a des problèmes, oui, sur sa voiture. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que pendant le relais, moi j'ai entendu des problèmes de shift sur Leclerc. Que s'il avait box et du coup il aurait donc passé Russell, donc il aurait peut-être pas passé Russell, mais il aurait au moins été safe avec Hamilton, il aurait pu aller se battre devant et jouer le podium. Jamais de la vie. Alors oui, si t'as des problèmes. Tu te bats où à Singapour? C'était le principe du train DRS, c'est ce que Sainz a très bien fait. Il a ralenti pour donner le DRS à Norris. Mais tu te rends compte que c'est juste que Russell n'arrive pas à faire son dépassement. Non, allez, tu vas me sortir que si Hamilton il était passé, il aurait passé les deux autres. Non, mais la Ferrari. Alors je pense par contre que la Ferrari, avec plus de vitesse de pointe, aurait passé la McLaren sur la même manœuvre. Non, je suis pas sûr. Le problème, c'est que la Ferrari, de toute façon, elle était déjà derrière les Merco, non? Elle était derrière une Merco. Donc ça veut dire que Leclerc, il aurait dû dépasser les deux Merco. Non, il aurait dû doubler juste et Russell. La McLaren. Il aurait dû doubler Russell. Et au final, il aurait été 4, il serait revenu pour jouer le top 3. Là où au final, là, il se retrouvait loin derrière, tu vois. Moi, j'y crois pas une seconde. Mais après, c'est une supposition. PO, t'aurais fait rentrer Charles Leclerc sous VSC?
Il y avait qui devant lui? Il y avait les Mercedes ou il y en avait Il avait Sainz, Norris, Russell et Hamilton. Ouais, il avait les 2 Mercedes. Ah, bon, voilà. Si les Mercedes boxent pas, tu fais rentrer Leclerc, oui. On est d'accord. Mais si les Mercedes boxent, tu peux pas faire rentrer Leclerc. Voilà, ouais, d'accord. C'est une question de track position, en fait. C'est aussi simple que ça. Hein. Ok, oui. Je pense. À partir du moment où les Mercedes boxent, pourquoi tu ferais box Leclerc? Parce que Hamilton, déjà, va perdre du temps derrière Russell. Et toi, après, derrière, tu reçuis Russell. Tu prends le pace de Russell pour remonter sur le top 2. Parce qu'au final, le but, c'est de rattraper le top 2 en faisant le box. C'est pas de battre les Mercedes. Oui, non, mais d'accord. Mais en fait, tu as toujours les Mercedes qui sont devant toi et qui. Plus une, du coup. Certes, non, pas une. Parce qu'il faut rentrer les 2. Ouais, mais Hamilton, il perd 7 secondes sur la strat, du coup, à cause du double box. Oui, mais t'es quand même derrière. Donc, du coup, et il y avait quoi comme écert, en fait, au moment où il faut box? C'est juste qu'en fait, le problème sur la strat de Leclerc, c'est qu'au moment où Mercedes box, Xavi, du coup, son ingé, lui fait OK, bon, non, on n'a pas pu box. Et Leclerc, il dit ça vaut quand même le coup d'y penser avec un tour de retard. Et au tour suivant, on lui dit non, on boxe quand même pas, tu vois. Oui, parce que c'est terminé. La décision, fallait la prendre avant Mercedes. Ouais. C'est exactement, en fait, c'est exactement le même call quand en 2021 on avait Hamilton contre Verstappen et qu'on arrivait sur la toute fin de course et qu'il y en a un qui undercut pour mettre un médium et puis essayer de rattraper 20 secondes sur la fin de la course et dépasser dans le dernier tour, tu vois. Là, c'est la même chose. Une fois qu'il y en a un qui va pit, l'autre il a plus le choix que de rester en piste. Ouais, alors on était sous VSC pour le call. Par contre, le chat dit un bon point aussi. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais c'est aussi les pneus médium neufs. Est-ce que Ferrari avait les pneus au final? Et voilà, il y a aussi cette logique, on l'oublie tout le temps de savoir quels pneus sont neufs, quels pneus sont usés. Ça a été si t'en as des usés, ça va. Enfin, je veux dire, s'ils sont rodés, ça fait le job. S'ils sont rodés, ça va. Mais Mercedes, c'était le but de leur week-end. Ils ont gardé tout le week-end, c'était fait exprès qu'ils gardent leur pneu médium pour un autre. D'ailleurs, Fred Vasseur avait quand même dit en interview sur Canal, je sais pas, ils vont pas faire médium. Bon, désolé Fred, mais ils ont quand même utilisé leur médium à la fin et ils ont failli te la mettre. Désolé Fred. Aïe. Oh, le commentaire de trop de Fred. Bon, derrière, du coup, ça remonte. Les 2 Mercedes, vous les avez vues, elles sont remontées à pleine balle. Russell double Leclerc. D'ailleurs, au moment où Russell double Leclerc, Bottas abandonne. Oui, Bottas, on l'a pas vu. Bottas, DNF. Il a eu quoi, une casse moteur, non? Boîte, on sait pas. No more, c'est les boîtes, c'est la boîte. No more shifting, il lui a dit. Ok, no more shifting. Ça alors, ça fait 2 ans que ça dure chez Alfa Romeo. Est-ce que Bottas, ce serait pas le temps de retourner faire des vidéos avec MXM au final? Waouh. Waouh, j'ai mis du temps à la comprendre. Putain, il y a eu un décalage dans ma tête en mode qu'est-ce qu'il me raconte, pourquoi MXM? Non, mais bon, Bottas, on l'adore, mais bon, Valtteri, on arrive en fin de carrière à un moment, c'est vrai. Hein. Alpha, ça commence à chuter, on attend juste Audi chez Alpha. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour Bottas? Mais qu'il aille faire son café en Finlande, là. Il a l'air vachement bon. Il a l'air vachement bon, son café, en plus. Mais faut qu'il fasse autre chose. C'est con parce que je l'aime bien, mais... Il y a une bonne remarque dans le chat. Je pense qu'il a plus de photos de son cul sur Insta que de points. Donc c'est quand même assez... c'est ma vanne. Ah bon? Pardon, moi je copie ce qu'il y a. Il a plus de nudes qui traînent sur internet que de points de cette saison. Waouh. Très bien. Bon, du coup, Russell passe sur Leclerc, Hamilton passe sur Leclerc. Et là, on arrive à la bataille de fou sur les 5-6 derniers tours avec ces 4 pilotes qui se suivent. Sainz en tête devant Norris, Russell, Hamilton. Première question, moi j'ai mon avis, il va encore pas plaire. De toute façon, ce soir, je suis en 1 contre 2 le chat, donc soyez avec moi. Est-ce que si Hamilton avait eu une chance en doublant Russell, est-ce qu'Hamilton aurait pu doubler Norris ou pas? PO. Je suis pas certain. Ok. Je pense pas. Je suis pas convaincu parce que Norris défend. En fait, c'est Hamilton contre les jeunes et les jeunes. Non, mais véridique. C'est vrai. Les jeunes, quand ils défendent vraiment. C'est-à-dire qu'ils laissent pas un inté un petit peu comme le fait Lewis Hamilton souvent. Donc en fait, pour construire une attaque genre un peu à l'ancienne comme il le faisait avec Vettel, Alonso, etc. dans les années fin 2000-2010 là, je pense qu'il aurait pas eu assez de perf même de jus de pneu pour faire une attaque. Russell est plus agressif, je trouve, que Lewis Hamilton sur des attaques. En tout cas, je le trouve plus incisif. Sur l'attaque. Hamilton, en fait, il aurait beaucoup plus joué l'aspect bataille psychologique à essayer de provoquer l'erreur chez l'autre quand Russell aurait plus dive pour tenter un dépassement un peu plus surprise. Robin, c'est d'accord ou tu penses qu'Hamilton avait sa chance?
Bah, en fait, j'étais d'accord avec PO et la fin de son argumentaire m'a fait penser que peut-être Hamilton aurait pu tenter quelque chose. Parce que je suis d'accord avec toi, PO, sur l'argumentaire psychologique. Et je pense que surtout avec Norris, qui est pour moi un petit peu. Tu penses qu'il est un peu faible, il est un peu, faible mentalement sur une attaque. Ouais, je pense qu'il est un peu, un peu trop gentil, tu vois. Et je pense que trop d'attaques psychologiques en plus de la part d'Hamilton. On sait qu'il y a déjà eu des trucs genre entre eux, ils sont vraiment. À Norris, il a vraiment, je pense, Hamilton comme idole. Et je pense que peut-être psychologique, mais je dis pas que c'est assuré qu'il l'aurait dépassé. Ouais, non, mais on sait pas. Okay. En vrai, on prend les avis. Le chat. Je veux dire, je pense au mieux du mieux. Je pense, à la limite, effectivement, Hamilton aurait peut-être dépassé Norris, mais je suis pas certain qu'il aurait dépassé Sainz du coup. Moi je pense que. Par contre, tu penses s'il fait sauter Norris, il dépasse Sainz? S'il fait sauter Norris, il fait sauter Sainz parce que Sainz n'a pas de DRS. C'était le vrai problème de dépasser Norris, c'est parce qu'il y avait le train DRS. Si Sainz dépasse Norris, c'est mort pour Sainz, c'est la victoire. Ok, ça va, ça me rassure. Je suis moins seul. Robin m'a rejoint dans le coin Hamilton. Mais du coup, pas de dépassement pour Hamilton, pas de dépassement pour Russell. Il y a la fameuse radio du coup de Sainz qui dit 0.8 derrière toi, Norris qui revient avec le DRS. C'est énorme, enfin c'est fait exprès. En vrai, ouais, frère, là, c'est stylé quand même à la radio de dire ouais, je le traîne. J'ai une question. Vas-y, pose. En vrai. Stop inventing, guys. Non, mais vous pensez que c'est la vérité? Vous pensez que c'était fait exprès? Moi, je pense que oui. Alors, il y a deux options. Il y a deux options, moi, je pense. Soit c'est fait exprès en mode je lui donne le DRS pour pas qu'il se fasse doubler et qu'il me protège. Soit c'est le fameux je lui donne le DRS pour qu'il fasse P2, Carlando, 1-2, TikTok. Non, ça jamais, non. Voilà. C'est impossible. Moi, je pense que c'est surtout, il voulait juste s'assurer d'avoir Norris et pas Russell derrière lui. Et il s'est dit, ouais, je lui donne un peu le DRS à 8 dixièmes, pas plus, pas moins, tu vois. Et en bout de ligne droite, ça fait le taf, quoi. Oui. Je vois pas pourquoi ça serait pas. Pas convaincu? Non, je me posais la question. J'avais pas un avis arrêté dessus. Tu remets ça en question. Tu doutes de Carlos Sainz, très bien. Tu penses qu'il l'a dit à la radio, quoi. Que c'était oui, mais bon, tu sais, il y en a, ils ont 42 ans, ils vivent pour les caméras. À la radio, ils en disent des trucs. Mais tu parles de qui, par exemple? Non, enfin, mec, t'as un décor de la couleur de sa voiture, mais t'inquiète. Non, rien, t'inquiète. Allez-y, les gars, vas-y, continue. Il paye juste comme ça. Non, mais attendez, pour que le chat sache, parce qu'on en parle beaucoup, il paye combien de mètres carrés dans votre cerveau, Alonso? Alonso, moi, il a un duplex, facile manoir même, en fait. Il a peut-être un manoir, Alonso, dans mon cerveau. Frérot, moi, il est dans une cave, dans ma tête. Frérot, je vais voir une fois de temps en temps ce qui se passe là-bas, mais c'est. Il est toujours là, ouais, c'est bon, il est toujours à la radio. Papy, t'allumes la lumière, tu fais ok, c'est bon, allez hop, on referme. Pour finir la course, du coup, l'erreur, l'accident de George Russell qui, en fait, c'est une erreur minime au final avec des conséquences monstrueuses. Une petite touchette. Alors, Norris devant lui touche. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un tout petit peu de fumée. Mais Norris touche le même mur au même moment. Et par contre, lui, Russell, ça tire tout droit. Un crash un peu à la F1 Manager. C'est très drôle la façon dont la voiture tire tout droit. Mais voilà, accident, DNF, pas de podium. Bon, George Russell qui a été aperçu en larmes dans le paddock en revenant des interviews. Encore heureux, s'il était en train de déboucher une bouteille de champagne, il y aura un problème. Honnêtement, on se poserait des questions. Donc bon, Hamilton récupère le podium. Victoire donc de Carlos Sainz après 300 jours sans victoire autre que Red Bull. Je crois que juste pour l'anecdote, if you no longer go for a gap that exists, you no longer a racing driver, le petit Russell, il a foncé tout droit dans 5 gaps. C'était marqué gap sur le mur, il a dit j'y vais. C'était marqué sur le mur, il y allait. Oh là là, effrayant. Mon Dieu. La DualShock a été déconnectée. C'est vrai qu'il y a eu cette vidéo de la mini. Du coup, donc victoire de Sainz devant Norris, Hamilton 3. Leclerc finit 4ème avec un Verstappen qui a fondu sur lui avec les problèmes moteurs en fin de course, bien évidemment. Petite mention à Mercedes sous le podium. C'est payant pour venir? Oui, j'ai vu ça. T'as pas vu PO? Je vois. Sache que sous le podium, il y a eu 0 mécanicien ou ingénieur de chez Mercedes pour Hamilton. Aucun. Ah ouais? Ok. Ouais. Il doit y avoir une raison. Non mais oui, il doit y avoir une raison. Soit ils sont allés chercher la voiture. Un peu la gueule quand même sur le podium. Mais Hamilton, du coup, tapait bien la gueule sur le podium et il a été obligé de rester avec les mecs de chez McLaren et c'est les mecs de Ferrari qui l'ont félicité, qui sont occupés de lui et tout. Donc, je vois dans le chat, c'est honteux, c'est triste, etc. Il devait y avoir une raison, les gars. Mercedes n'a pas fait fuck à Hamilton. Soit ils étaient occupés parce que Russell venait de se crash, soit parce qu'il fallait aller chercher. J'en sais rien, tu vois. Mais en effet, oui, il n'y avait pas les mécaniciens du coup de Mercedes sur le podium. C'est un peu triste. Il a célébré avec Vasseur, l'ancien patron. C'est bien. Tout aussi bien, les gars, franchement. Du coup, fin de série de victoires. On a le classement sous les yeux, normalement.
On va vous le mettre à l'écran, voilà. Le classement pilote et le classement constructeur. Verstappen, je crois, ne peut pas être champion au Japon, du coup, si. Si, je crois que si. Non, c'est Red Bull qui peut être champion au Japon. Red Bull, c'est quasi sûr, je crois qu'ils sont champions au Japon. Verstappen, il va lui falloir un sacré week-end, il me semble. En Qatar, au mieux, on nous dit. Ouais, parce que ça disait que Singapour c'était mort. Le Japon, c'était très peu probable apparemment que ça sera au Qatar. Bon, là, il y aura une meilleure scène de champion, de titre de champion que l'année dernière. Ce sera pas à Suzuka comme l'année dernière. Oh, il va gagner en course sprint un samedi, vous allez voir, ça va être drôle. Oh non, l'enfer. Ah, ça va être drôle. Il va gagner 8 points en sprint champion du monde. C'est où la sprint qu'on a cette année, Qatar. La prochaine, elle est au Qatar, ouais. Oh, il va être sympa la cérémonie samedi après. Devant 4 clampins de... Oh gros, la foule va être en délire, hein, attention. Les 4 personnes vont être en délire. Oh la gueule du troisième sacre, quoi. Mais c'est le pauvre Sébastien Vettel en Inde, quoi. Genre vraiment célébrer le 4e titre en Inde. Wow. Put some respect avec la médaille. Oui, c'est vrai qu'il aura une médaille. Il lui faut combien de points pour être champion? Alors le chat, c'est une bonne question et j'avoue que j'ai pas la réponse. Ils vont chercher pour nous, vous allez nous le dire. N'hésitez pas, si vous l'avez vous dans le chat, donnez-la nous. Mais moi, j'avoue que je l'ai pas sous la main. Belle vitesse de Carlos Sainz quand même mis à Charles Leclerc. Toi, va te faire foutre, toi. Toi, c'est la vérité. Il y a quoi, Carlos Sainz, putain, ouais, Carlos Sainz P1 là chez Ferrari, voilà. Il lui met 20 points. Il y a tendance, il y a volonté de nuire là. C'est quoi cette histoire là? Il y a volonté de nuire, bah non, là, mec, on est juste factuel, c'est tout. Très bien, il n'y a pas de souci. Écoutez, moi je pense que Sainz finira devant Leclerc d'ici la fin de saison. De toute façon, je m'y suis fait à l'idée. Donc, Ah bah oui, là attention. À l'idée. Le mental de Leclerc, le pauvre, ça va tomber là. Après, on peut essayer de voir le positif dans le négatif. Faut fouiller, faut vraiment fouiller, creuser. Bon, faut changer de pays. Ouais, mais quand Leclerc va mal, ça reste pas si loin de Sainz. Il n'y a que toi qui crois. Du coup, que toi qui crois. Oh, le soleil fait sonore. Oh, le sound effect, j'ai envie de tout casser. Oh là 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 là, effrayant. Bon. Et bah écoutez, Hamilton finira P2 en fin de saison. Ah bah ça oui, je pense que c'est plus que probable vu les performances de Sergio Perez. Par contre, attends, mais Russell il PO qui vient de découvrir le classement là. Attends 2 secondes, on lui laisse 2 secondes, vas-y. Lis le classement PO. Russell, il est derrière les deux Ferrari, putain. Bah il a eu beaucoup de crash, je crois qu'il a eu 3 ou 4 DNF cette saison, Russell. Ouais. Ah ça souffre. Hein. Mais par contre, très bonne question de Robin du coup. Est-ce que Hamilton... Attends, Stroll, il a 47 points. Quand est-ce qu'il a marqué 47 points? Le championnat, il a pas fait tout casser. Tu regardes, c'est toi qui fais les fast 5, tu veux pas faire un fast point là? Regarde. Attends frérot, mais vraie question, d'où Lance Stroll a réussi à marquer 47 points? Bah il a dû en mettre 35 sur les 2 premières courses où il était blessé déjà. Donc je trouve ça un peu étonnant hein, vu sa saison, mais Russell a eu 3 DNF, oui pardon, 3 DNF pour George Russell. Il va quand même passer devant Stroll, hein, c'est quand même exceptionnel. Hein. Bon, en même temps, hein, vu la saison de Stroll, bon, bref. Pour finir, du coup, Robin a posé une bonne question. Est-ce qu'Hamilton va chercher Perez ou pas d'ici la fin de saison au championnat pilote? Là, on voit, il y a quoi? Il y a 23 points. Non, il y a plus. 43. 43, putain, mais pardon. 43 points d'écart entre Perez et Hamilton. Il reste 6 courses, dont des sprints. Faut que ça sorte une sacrée perte du côté de chez Hamilton, ce qui est possible. Aussi possible que Perez ne marque pas beaucoup de points, tu vois, par-ci par-là. Ouais, c'est possible, hein, c'est possible. Ça va être chaud. En vrai, ça va être très intéressant de voir la P2 du championnat se battre à Abu Dhabi roue contre roue, ça va être beau. Hein. Oui, non, on y croit. Ok, ça fait abandon de Perez, je ne pense pas. Oui, il y a un monde.